Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 sur le canapé de voyage au bout de la nuit que vous connaissez et appréciez tant, j'en suis sûre. Alors ce soir, je poursuis pour vous l'un des grands classiques de la littérature française, Thérèse Raquin d'Émile Zola. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de l'auteur, même si vous connaissez sûrement ces classiques. En tout cas, petite séance de rattrapage tout de suite avant la suite de notre lecture. Émile Zola, c'est un écrivain et journaliste français du 19e siècle, mort en 1902 à l'âge de 62 ans à Paris. Et il est considéré comme le chef de file du naturalisme, ce style d'écriture qu'il appréciait tant et qui a fait de lui l'un des romanciers français les plus traduits et commentés dans le monde. Ces romans ont d'ailleurs connu de très nombreuses adaptations au cinéma, à la télévision, et Thérèse Raquin a connu une adaptation au théâtre faite par Zola lui-même en 1873, un drame en 4 actes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Zola? Eh bien que c'est lui qui est à l'origine, on le connaît, son engagement pour l'affaire Dreyfus. Il a même connu l'exil à Londres pour ça. Souvenez-vous de son article « J'accuse » dans le quotidien L'affaire Dreyfus en 1898. Il était très, très engagé comme journaliste. Et puis, parmi ses œuvres les plus appréciées, il y a évidemment « Au bonheur des dames » ou encore « La bête humaine ». Thérèse Raquin en fait partie également. Et je poursuis pour vous cette lecture un peu sombre. Nous sommes ensemble au chapitre 16. Et alors on parle beaucoup de morgue, d'étranglement, d'empoisonnement, de meurtre, mais elle vient d'empoisonner son mari Camille. Tout le monde la plaint, évidemment, elle est veuve, la pauvre. Mais pour Thérèse, apparemment, les choses s'améliorent tout de même. On poursuit, n'hésitez pas à réagir, #VBN. Sa chair semblait morte. Il ne songeait guère à Thérèse. Il pensait parfois à elle comme on pense à une femme qu'on doit épouser plus tard, dans un avenir indéterminé. Il attendait l'heure de son mariage avec patience, oubliant la femme, rêvant à la nouvelle position qu'il aurait alors. Il quitterait son bureau, il peindrait en amateur, il flânerait. Ses espoirs le ramenaient chaque soir à la boutique du passage, malgré le vague malaise qu'il éprouvait en y entrant. Un dimanche, s'ennuyant, ne sachant que faire, il alla chez son ancien ami de collège, chez le jeune peintre avec lequel il avait logé pendant longtemps. L'artiste travaillait à un tableau qu'il comptait envoyer au salon et qui représentait une bacchante nue, vautrée sur un lambeau d'étoffe. Dans le fond de l'atelier, un modèle, une femme était couchée, la tête ployée en arrière, le torse tordu, la hanche haute. Cette femme riait par moments et tendait la poitrine, allongeant les bras, s'étirant pour se délasser. Laurent, qui s'était assis en face d'elle, la regardait en fumant et en causant avec son ami. Son sang battit, ses nerfs s'irritèrent dans cette contemplation. Il resta jusqu'au soir. Il emmena la femme chez lui. Pendant près d'1 an, il la garda pour maîtresse. La pauvre fille s'était mise à l'aimer, le trouvant bel homme. Le matin, elle partait, allait poser tout le jour et revenait régulièrement chaque soir à la même heure. Elle se nourrissait, s'habillait, s'entretenait avec l'argent qu'elle gagnait, ne coûtant ainsi pas un sou à Laurent, qui ne s'inquiétait nullement d'où elle venait, ni de ce qu'elle avait pu faire. Cette femme mit un équilibre de plus dans sa vie. Il l'accepta comme un objet utile et nécessaire qui maintenait son corps en paix et en santé. Il ne sut jamais s'il l'aimait, et jamais il ne lui vint à la pensée qu'il était infidèle à Thérèse. Il se sentait plus gras et plus heureux, voilà tout. Cependant, le deuil de Thérèse était fini. La jeune femme s'habillait de robes claires et il arriva qu'un soir, Laurent la trouva rajeunie et embellie. Mais il éprouvait toujours un certain malaise devant elle. Depuis quelque temps, elle lui paraissait fiévreuse, pleine de caprices étranges, riant et s'attristant sans raison. L'indécision où il la voyait l'effrayait car il
devinait en partie ses luttes et ses troubles. Il se mit à hésiter, ayant une peur atroce de compromettre sa tranquillité. Lui, il vivait paisible dans un contentement sage de ses appétits. Il craignait de risquer l'équilibre de sa vie en se liant à une femme nerveuse, dont la passion l'avait déjà rendu fou. D'ailleurs, il ne raisonnait pas ces choses. Il sentait d'instinct les angoisses que la possession de Thérèse devait mettre en lui. Le premier choc qu'il reçut, et qui le secoua dans son affaissement, fut la pensée qu'il lui fallait enfin songer à son mariage. Il y avait près de 15 mois que Camille était mort. Un instant, Laurent pensa à ne pas se marier du tout, à planter la Thérèse et à garder le modèle dont l'amour complaisant et à bon marché lui suffisait. Puis il se dit qu'il ne pouvait avoir tué un homme pour rien, en se rappelant le crime. Les efforts terribles qu'il avait faits pour posséder à lui seul cette femme qui le troublait maintenant. Il sentit que le meurtre deviendrait inutile et atroce s'il ne se mariait pas avec elle. Jeter un homme à l'eau afin de lui voler sa veuve, attendre 15 mois et se décider ensuite à vivre avec une petite fille qui traînait son corps dans tous les ateliers, lui parut ridicule et le fit sourire. D'ailleurs, n'était-il pas lié à Thérèse par un lien de sang et d'horreur? Il la sentait vaguement crier et se tordre en lui, et il lui appartenait. Il avait peur de sa complice peut-être, s'il ne l'épousait pas. Irait-elle tout dire à la justice par vengeance et jalousie? Ses idées battaient dans sa tête. La fièvre le reprit. Sur ces entrefaites, le modèle le quitta brusquement. Un dimanche, cette fille ne rentra pas. Elle avait sans doute trouvé un gîte plus chaud et plus confortable. Laurent fut médiocrement affligé. Seulement, il s'était habitué à avoir la nuit une femme couchée à son côté. Et il éprouva un vide subit dans son existence. 8 jours après, ses nerfs se révoltèrent. Il revint s'établir pendant des soirées entières dans la boutique du passage, regardant de nouveau Thérèse avec des yeux où luisaient des lueurs rapides. La jeune femme, qui sortait toute frissonnante des longues lectures qu'elle faisait, s'alanguissait et s'abandonnait sous ses regards. Ils en étaient ainsi revenus tous deux à l'angoisse et au désir, après une longue année d'attente, écœurée et indifférente. Un soir, Laurent, en fermant la boutique, retint un instant Thérèse dans le passage. « Veux-tu que je vienne ce soir dans ta chambre ?» lui demanda-t-il d'une voix ardente. La jeune femme fit un geste d'effroi. « Non, 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 attendons, dit-elle, soyons prudents. »« J'attends depuis assez longtemps, je crois, » reprit Laurent. « Je suis lasse, je te veux. » Thérèse le regarda follement. Des chaleurs lui brûlaient les mains et le visage. Elle sembla hésiter, puis, d'un ton brusque, « Marions-nous, je serai à toi. » Chapitre 17 de Thérèse Raquin. Laurent quitta le passage, l'esprit tendu, la chair inquiète. L'haleine chaude, le consentement de Thérèse, venaient de remettre en lui les âpretés d'autrefois. Il prit les quais et marcha, son chapeau à la main, pour recevoir au visage tout l'air du ciel. Lorsqu'il fut arrivé rue Saint-Victor, à la porte de son hôtel, il eut peur de monter, d'être seul. Un effroi d'enfant inexplicable, imprévu, lui fit craindre de trouver un homme caché dans sa mansarde. Jamais il n'avait été sujet de pareilles poltronneries. Il n'essaya même pas de raisonner, le frisson étrange qui le prenait. Il entra chez un marchand de vin et y resta pendant 1 heure, jusqu'à minuit, immobile et muet à une table, buvant machinalement de grands verres de vin. Il songeait à Thérèse, il s'irritait contre la jeune femme, qui n'avait pas voulu le recevoir, le soir même dans sa chambre, et il pensait qu'il n'aurait pas eu peur avec elle. On ferma la boutique, on le mit à la porte. Il rentra pour demander des allumettes. Le bureau de l'hôtel se trouvait au 1er étage. Laurent avait une longue allée à suivre et quelques marches à monter avant de pouvoir prendre sa bougie.
Cette allée, ce bout d'escalier d'un noir terrible l'épouvantait. D'ordinaire, il traversait gaillardement ces ténèbres. Ce soir-là, il n'osait sonner. Il se disait qu'il y avait peut-être, dans un certain renfoncement formé par l'entrée de la cave, des assassins qui lui sauteraient brusquement à la gorge quand il passerait. Enfin, il sonna. Il alluma une allumette et se décida à s'engager dans l'allée. L'allumette s'éteignit. Il resta immobile, haletant, n'osant s'enfuir, frottant les allumettes sur le mur humide, avec une anxiété qui faisait trembler sa main. Il lui semblait entendre des voix, des bruits de pas devant lui. Les allumettes se brisaient entre ses doigts. Il réussit à en allumer une. Le soufre se mit à bouillir, à enflammer le bois avec une lenteur qui redoubla les angoisses de Laurent, dans la clarté pâle et bleuâtre du soufre, dans les lueurs vacillantes qui couraient. Il crut distinguer des formes monstrueuses. Puis l'allumette pétilla, la lumière devint blanche et claire. Laurent, soulagé, s'avança avec précaution en ayant soin de ne pas manquer de lumière. Lorsqu'il lui fallut passer devant la cave, il se serra contre le mur opposé. Il y avait là une masse d'ombre qui l'effrayait. Il gravit ensuite vivement les quelques marches qui le séparaient du bureau de l'hôtel et se crut sauvé lorsqu'il tint sa bougie. Il monta les autres étages plus doucement, en élevant la bougie, en éclairant tous les coins devant lesquels il devait passer. Les grandes ombres bizarres qui vont et viennent lorsqu'on se trouve dans un escalier avec une lumière le remplissaient d'un vague malaise. En se dressant et en s'effaçant brusquement devant lui. Quand il fut en haut, il ouvrit sa porte et s'enferma rapidement. Son premier soin fut de regarder sous son lit, de faire une visite minutieuse dans la chambre pour voir si personne ne s'y trouvait caché. Il ferma la fenêtre du toit en pensant que quelqu'un pourrait bien descendre par là. Quand il eut pris cette disposition, il se sentit plus calme. Il se déshabilla en s'étonnant de sa poltronnerie. Il finit par sourire, par se traiter d'enfant. Il n'avait jamais été peureux et ne pouvait s'expliquer cette crise subite de terreur. Il se coucha. Lorsqu'il fut dans la tiédeur des draps, il songea de nouveau à Thérèse que ses frayeurs lui avaient fait oublier. Les yeux fermés obstinément, cherchant le sommeil, il sentait malgré lui ses pensées travailler, s'imposer, se lier les unes aux autres, lui présenter toujours les avantages qu'il aurait à se marier au plus vite. Par moments, il se retournait, il se disait « Ne pensons plus, dormons. Il faut que je me lève à 8 heures demain pour aller à mon bureau. » Et il faisait effort pour se laisser glisser au sommeil. Mais les idées revenaient, une à une. Le travail sourd de ses raisonnements recommençait. Il se retrouvait bientôt dans une sorte de rêverie aiguë qui étalait au fond de son cerveau les nécessités de son mariage, les arguments que ses désirs et sa prudence donnaient tour à tour pour et contre la possession de Thérèse. Alors, voyant qu'il ne pouvait dormir, que l'insomnie tenait sa chair irritée, il se mit sur le dos. Il ouvrit les yeux tout grands. Il laissa son cerveau s'emplir du souvenir de la jeune femme. L'équilibre était rompu. La fièvre chaude de jadis le secouait de nouveau. Il eut l'idée de se lever, de retourner au passage du Pont-Neuf. Il se ferait ouvrir la grille, il irait frapper à la petite porte de l'escalier. Et Thérèse le recevrait. À cette pensée, le sang montait à son cou. Sa rêverie avait une lucidité étonnante. Il se voyait dans les rues, marchant vite le long des maisons, et il se disait « Je prends ce boulevard, je traverse ce carrefour pour être plus tôt arrivé. » Puis la grille du passage grinçait. Il suivait l'étroite galerie, sombre et déserte, en se félicitant de pouvoir monter chez Thérèse, sans être vu de la marchande de bijoux faux. Puis il s'imaginait être dans l'allée, dans le petit escalier par où il avait passé si souvent. Là, il éprouvait les joies cuisantes de jadis. Il se rappelait les terreurs délicieuses, les voluptés poignantes de l'adultère. Ses souvenirs devenaient des réalités qui impressionnaient tous ses sens. Il sentait l'odeur fade du couloir. Il touchait les murs gluants.
Il voyait l'ombre sale qui traînait. Et il montait chaque marche, haletant, prêtant l'oreille, contenant déjà des désirs dans cette approche craintive de la femme désirée. Enfin, il grattait à la porte. La porte s'ouvrait. Thérèse était là, qui l'attendait en jupon toute blanche. Ses pensées se déroulaient devant lui en spectacle réel. Les yeux fixés sur l'ombre, il voyait. Lorsqu'au bout de sa course dans les rues, après être entré dans le passage et avoir gravi le petit escalier, il crut apercevoir Thérèse, ardente et pâle. Il sauta vivement de son lit en murmurant « Il faut que j'y aille, elle m'attend ». Le brusque mouvement qu'il venait de faire chassa l'hallucination. Il sentait le froid du carreau. Il eut peur. Il resta un instant immobile, les pieds nus, écoutant. Il lui semblait entendre du bruit sur le carré. S'il allait chez Thérèse, il lui faudrait passer de nouveau devant la porte de la cave en bas. Cette pensée lui fit courir un grand frisson froid dans le dos. L'épouvante le reprit, une épouvante bête et écrasante. Il regarda avec défiance dans sa chambre. Il y vit traîner des lambeaux blanchâtres de clarté. Alors, doucement, avec des précautions pleines d'une hâte anxieuse, il remonta sur son lit et là, se pelotonna, se cacha pour se dérober à une arme, à un couteau qui l'aurait menacé. Le sang s'était porté violemment à son cou et son cou le brûlait. Il y porta la main. Il sentit sous ses doigts la cicatrice de la morsure de Camille. Il avait presque oublié cette morsure. Il fut terrifié en la retrouvant sur sa peau. Il crut qu'elle lui mangeait la chair. Il avait vivement retiré la main pour ne plus la sentir et il la sentait toujours, dévorante, trouant son cou. Alors il a voulu la gratter délicatement du bout de l'ongle. La terrible cuisson redoubla. Pour ne pas s'arracher la peau, il serra les deux mains entre ses genoux repliés, roidi, irrité. Il resta là, le cou rongé, les dents claquant de peur. Maintenant, ses idées s'attachaient à Camille avec une fixité effrayante. Jusque-là, le noyer n'avait pas troublé les nuits de Laurent. Et voilà que la pensée de Thérèse amenait le spectre de son mari. Le meurtrier n'osait plus ouvrir les yeux. Il craignait d'apercevoir sa victime dans un coin de la chambre. À un moment, il lui sembla que sa couche était étrangement secouée. Il s'imagina que Camille se trouvait cachée sous le lit et que c'était lui qui le remuait ainsi pour le faire tomber et le mordre. Hagard, les cheveux dressés sur la tête, il se cramponna à son matelas, croyant que les secousses devenaient de plus en plus violentes. Puis il s'aperçut que le lit ne remuait pas. Il y eut une réaction en lui. Il se mit sur son séant, alluma sa bougie en se traitant d'imbécile. Pour apaiser sa fièvre, il avala un grand verre d'eau. « J'ai eu tort de boire chez ce marchand de vin, pensait-il. Je ne sais ce que j'ai cette nuit. C'est bête, hein, je suis éreinté aujourd'hui à mon bureau. J'aurais dû dormir tout de suite en me mettant au lit et ne pas penser à un tas de choses. C'est cela qui m'a donné l'insomnie. Dormons. » Il souffla de nouveau la lumière, il enfonça la tête dans l'oreiller, un peu rafraîchi, bien décidé à ne plus penser, à ne plus avoir peur. La fatigue commençait à détendre ses nerfs. Il ne s'endormit pas de son sommeil ordinaire, lourd et accablé. Il glissa lentement à une somnolence vague. Il était comme simplement engourdi, comme plongé dans un abrutissement doux et voluptueux. Il sentait son corps en sommeillant. Son intelligence restait éveillée dans sa chair morte. Il avait chassé les pensées qui venaient. Il s'était défendu contre la veille. Puis, quand il fut assoupi, quand les forces lui manquèrent et que la volonté lui échappa, les pensées revinrent doucement, une à une, reprenant possession de son être défaillant. Ses rêveries recommencèrent. Il refit le chemin qui le séparait de Thérèse. Il descendit, passa devant la cave en courant et se trouva dehors. Il suivit toutes les rues qu'il avait déjà suivies auparavant. Lorsqu'il rêvait les yeux ouverts, il entra dans le passage du Pont-Neuf, monta le petit escalier et gratta à la porte.
Mais au lieu de Thérèse, au lieu de la jeune femme en jupon, la gorge nue, ce fut Camille qui lui ouvrit. Camille, telle qu'il l'avait vue à la morgue, verdâtre, atrocement défigurée. Le cadavre lui tendait les bras avec un rire ignoble, en montrant un bout de langue noirâtre dans la blancheur des dents. Laurent poussa un cri et se réveilla en sursaut. Il était trempé d'une sueur glacée. Il ramena la couverture sur ses yeux et, s'injuriant, se mettant en colère contre lui-même, il voulut se rendormir. Il se rendormit, comme précédemment, avec lenteur. Le même accablement le prit, et dès que la volonté lui eut de nouveau échappé dans la langueur du demi-sommeil, il se remit en marche. Il retourna où le conduisait son idée fixe. Il courut pour voir Thérèse et ce fut encore le noyé qui lui ouvrit la porte. Terrifié, le misérable se mit sur son séant. Il aurait voulu pour tout au monde chasser ce rêve implacable. Il souhaitait un sommeil de plomb qui écrasa ses pensées. Tant qu'il se tenait éveillé, il avait assez d'énergie pour chasser le fantôme de sa victime. Mais dès qu'il n'était plus maître de son esprit le conduisait à l'épouvante en le conduisant à la volupté. Il tenta encore le sommeil. Alors ce fut une succession d'assoupissements voluptueux et de réveils brusques et déchirants. Dans son entêtement furieux, toujours il allait vers Thérèse, toujours il se heurtait contre le corps de Camille. À plus de 10 reprises, il refit le chemin. Il partit la chair brûlante, suivit le même itinéraire, eut les mêmes sensations, accomplit les mêmes actes avec une exactitude minutieuse et à plus de 10 reprises, il vit le noyé s'offrir à son embrasement lorsqu'il étendait les bras pour saisir et étreindre sa maîtresse. Ce même dénouement sinistre qui le réveillait chaque fois, haletant et éperdu, ne décourageait pas son désir. Quelques minutes après, dès qu'il se rendormait, son désir oubliait le cadavre ignoble qui l'attendait et courait chercher de nouveau le corps chaud et souple d'une femme. Pendant 1 heure, Laurent vécut dans cette suite de cauchemars, dans ce mauvais rêve sans cesse répété et sans cesse imprévu, qui à chaque sursaut le brisait d'une épouvante plus aiguë. Et c'est la fin de notre émission sur D8, Voyage au bout de la nuit, avec Thérèse Raquin, ce grand classique d'Émile Zola, que je reprendrai dès notre prochain voyage ensemble. Alors, je vous y attends. D'ici là, n'hésitez pas à réagir avec moi sur l'émission, #VBN sur Facebook et Twitter. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur mon blog, Something About Victoria, où je vous parle de plein de choses, de lifestyle, de mode, de voyage et de mes projets artistiques. Merci à tous d'avoir été avec moi, avec nous sur D8. Merci pour votre fidélité. Belle nuit pour ceux que j'ai épuisés et belle journée aux autres. Je vous embrasse, à très bientôt.